Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je voulais réagir sur les tensions récentes entre la France et le Maroc et plus largement entre la France et le continent africain. Je vais tout d'abord commencer par vous donner le contexte dans lequel ces tensions nouvelles sont nées en faisant un petit rappel historique des faits. Tout d'abord, si on devait résumer la diplomatie marocaine, on la résumerait à la question du Sahara. Depuis la fin du protectorat, le Maroc n'a eu de cesse de lutter pour récupérer les territoires volés par les colonisateurs espagnols et français. Le Maroc a récupéré 99% de son territoire aujourd'hui. Cependant, le pays doit toujours batailler pour obtenir la reconnaissance de son Sahara par les anciennes puissances coloniales et leurs alliés de circonstance dans la région. Dès 1958, le roi Mohamed V a appelé à la décolonisation du territoire du Sahara occidental et son rattachement au Maroc. Le souverain soutiendra aussi activement la rébellion algérienne au détriment des intérêts français. La France ne tardera pas à faire payer au Maroc ses positions pro-algériennes. Durant la période où elle a occupé l'Afrique du Nord, la France a toujours favorisé sa province algérienne au détriment du Maroc. Elle rattachera par exemple plusieurs territoires marocains à sa colonie algérienne, les dernières régions étant celles de Béchar et Tindouf, qui seront volées au Maroc en 1954. Dès l'indépendance, la France propose un deal au roi du Maroc pour éviter une escalade des tensions dans sa province algérienne. Elle propose au pays de lui rendre les territoires autour de Béchar et Tindouf en échange de la neutralité du Maroc dans le conflit qui l'oppose aux indépendantistes algériens. Influencé par la gauche marocaine, le roi du Maroc privilégiera des négociations directes avec le futur gouvernement algérien, et ceci conformément aux accords restés secrets conclus en mai 1960 entre le roi Mohamed V et M. Ferhat Abbas, alors président du GPRA. Une erreur stratégique qui a eu pour conséquence la perte de ces deux territoires à la suite du revirement de l'armée algérienne qui prendra le pouvoir à travers un coup d'État. Cette même armée qui dirige toujours le pays à l'heure actuelle. Cette trahison aboutira à la guerre des sables qui finira par un fragile accord sur le tracé des frontières. Le Maroc mettra en pause le conflit qui l'oppose à l'Algérie pour se concentrer sur ses provinces du sud. En 1958, le Maroc lance une opération militaire d'envergure pour récupérer son Sahara ainsi que la Mauritanie. L'Espagne subira de lourdes pertes avant que la France ne vienne à sa rescousse avec le lancement de l'opération Écouvillon. C'est d'ailleurs un classique des relations franco-marocaines. La France, dans l'histoire, s'est toujours alliée à l'Espagne contre le Maroc. L'Espagne en difficulté pendant la guerre du Rif a eu besoin de l'aide militaire française. C'est d'ailleurs assez fascinant de voir des Marocains penser qu'un pays occidental pourrait être un allié du Maroc contre un autre pays occidental. Il n'y a que les pays arabes et les pays africains qui peuvent trahir leurs voisins pour les beaux yeux de l'Occident. La solidarité entre pays occidentaux est presque tribale, elle est identitaire, culturelle, voire même raciale. Elle ne peut être défaite par un peuple étranger. Il faut être extrêmement naïf pour penser le contraire. Quand l'Espagne se rapproche du Maroc et la France se rapproche de l'Algérie, c'est l'Europe qui sort victorieuse. Les perdants sont les peuples marocains et algériens. Je referme la parenthèse. Donc en 1958, le Maroc est contraint de se retirer du sud face à la supériorité militaire hispano-française. Le pays décide alors d'opérer une autre stratégie, il soutiendra la rébellion dans les colonies françaises et tentera de négocier directement avec l'Espagne, mais aussi via les Nations Unies. J'avance jusqu'en 1975 et la Marche verte. Le duo franco-espagnol et leur idiot utile algérien tentent alors d'imposer un référendum dans la région. Ça a toujours été le plan des colons. Dès 1960, l'Espagne redécoupe la carte de ses provinces du sud en rendant le cap Juby au Maroc. Cette région est alors beaucoup plus peuplée que le sud et les Espagnols craignent qu'un référendum d'autodétermination incluant le cap Juby favorise le Maroc. Ils découpent donc la carte du Maroc avec l'autorisation de la France pour s'assurer que le Sahara reste une entité indépendante du reste du Maroc. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais la majorité des Sahraouis vivent entre Tantan, Tarfaya et Guelmim. Ces Sahraouis ont des liens historiques avec ceux de Dakhla et Laayoune. Ça vous montre à quel point le Maroc a été victime d'un complot vicieux pour que les ex-colons conservent une mainmise sur le pays. Après 1975, les puissances occidentales se retirent en coulisses et se placent derrière l'Algérie qui devient leur agent dans la région. L'Algérie, par ses positions hostiles contre le Maroc, pérennise le projet colonial européen de dépeçage de l'empire chérifien. Après la Marche verte s'ensuit une guerre de 50 ans avec un mouvement marxiste obscur créé en Mauritanie en 1976 et soutenu par l'Algérie. Ce conflit paralyse toujours la région à l'heure actuelle. Il permet aux membres du Conseil de sécurité de s'accaparer les ressources de la région en échange de leur droit de veto. Il permet à l'Espagne de pérenniser et renforcer ses colonies de Ceuta et Melilla.
Le Maroc étant obligé de mettre de côté ses revendications sur ces deux enclaves pour s'assurer du soutien de l'Espagne face aux voisins algériens agressifs. Le régime algérien, quant à lui, doit dépenser des milliards de dollars pour soutenir les milices séparatistes et leurs institutions et associations qui sont actives en Occident et en Afrique. L'Algérie doit aussi dépenser des milliards de dollars chaque année en armement russe pour s'assurer du soutien de Moscou au Conseil de sécurité sur la question du Sahara. Le Maroc, quant à lui, s'est allié à Israël et les États-Unis pour se libérer du chantage européen. Ce rapprochement a contraint l'Allemagne à affirmer sa neutralité et l'Espagne à soutenir ouvertement le plan d'autonomie. Sans la reconnaissance américaine, ces deux pays n'auraient jamais changé de position. C'est vraiment la reconnaissance américaine qui a permis tout ça. Sans la reconnaissance américaine, le Maroc n'aurait jamais pu se permettre d'ouvrir les grilles de SEPTA et laisser passer plus de 8000 migrants, soit 10% de la population de l'enclave espagnole. L'Espagne avait d'ailleurs demandé le soutien américain à la suite de cet incident, soutien qui est resté lettre morte à la Maison-Blanche. Quant à la France, elle voit ce rapprochement avec Israël et les anglo-saxons d'un très mauvais œil. La France a une vision très coloniale de l'Afrique. Pendant très longtemps, les autres puissances occidentales devaient passer par la France pour toute question qui touche à l'Afrique francophone. C'est ce qu'on appelait la France-Afrique. La France utilisait son veto au Conseil de sécurité comme un moyen de faire chanter le Maroc sur plein de sujets. Désormais, avec la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, le Royaume n'a plus besoin de la France. Cette liberté retrouvée se traduit par la mise en place de nombreuses coopérations avec d'autres acteurs internationaux. En premier lieu, Israël, mais pas seulement. On a vu beaucoup d'accords de coopération dans divers domaines avec des Indiens, des Chinois, mais aussi des pays d'Amérique latine et des pays du Golfe. Le Maroc veut désormais diversifier ses partenaires pour tirer le maximum de profit des coopérations, notamment dans le secteur industriel. Il devient de plus en plus difficile pour les entreprises françaises de gagner des appels d'offres au Maroc. Le dernier grand chantier ferroviaire du pays va certainement leur échapper, ce qui sera une révolution car le Maroc a toujours fait appel aux Français pour développer son réseau de chemin de fer. Cette perte d'influence ne plaît bien évidemment pas à la France de Macron. La France a depuis les années 2000 privilégié un rapprochement stratégique avec le Maroc. Macron est en train d'opérer un changement radical de la diplomatie française. Ayant conscience qu'elle n'a plus grand-chose à soutirer au Maroc, la France a désormais jeté son dévolu sur le régime impulsif d'Alger. Un changement à la fois radical et maladroit, mais aussi très risqué. La relation de la France à l'Algérie est très complexe. L'Algérie est une création française. Le peuple algérien est né de la colonisation turco-française. Sans ces deux puissances, le pays n'aurait jamais existé. Cette situation crée un complexe d'infériorité du côté algérien qui, associé à un syndrome de Stockholm, crée une situation de haine-adoration du régime algérien à l'égard de la France. Les Algériens sont très susceptibles à ce que disent les dirigeants français sur leur pays. On l'a vu récemment avec les propos de Macron sur l'histoire de l'Algérie qui avait créé un tollé dans le pays. Le régime algérien a aussi besoin de la protection de la France. La seule chose qui sépare l'Algérie du Venezuela, c'est la France. Le pétrole vénézuélien ne les a pas protégés des sanctions américaines. La tolérance des USA vis-à-vis de l'Algérie par rapport à ses positions pro-russes ne tient qu'au lobbying de la France. Dans la foulée de la normalisation des relations avec l'Algérie, la France a entamé une politique de diabolisation, déstabilisation du Maroc. Je pense que cette politique est due à plusieurs facteurs. Ça vient tout d'abord d'une requête du régime algérien. Dans le livre de l'ex-ambassadeur français à Alger, M. Xavier Driancourt, il est rapporté dès les premières pages qu'à chaque réunion avec le pouvoir, on reproche à la France d'être trop proche du Maroc. Il y a donc une vraie névrose du côté du régime algérien. C'est presque de la jalousie de voir la France plus proche du Maroc que de l'Algérie. Bouteflika lui-même disait que compte tenu des liens historiques forts entre l'Algérie et la France, celle-ci devait davantage privilégier l'Algérie. C'est donc un premier point qui pourrait expliquer l'acharnement des médias français sur le Maroc. Il faut rappeler que Xavier Niel, le patron du Monde, est un ami très proche de Macron et ce sont ces médias qui ont mené la charge contre le Maroc en enquêtant sur les différentes affaires comme l'affaire Pegasus ou plus récemment le Qatargate, sans parler de France 24 et des émissions du service public qui sont aux ordres de l'Élysée. Il suffit de voir comment les journalistes de l'émission C'est à vous défendent la politique de Macron pour comprendre que la télé publique française est devenue l'outil de propagande du régime français. On a eu plusieurs affaires qui ont montré cette collusion malsaine entre les médias et le pouvoir français. Il y a eu tout d'abord CNews qui a déprogrammé l'indépendantiste kabyle Ferhat Mehni à la dernière minute, certainement sous la pression de l'Élysée. On a eu aussi le journal de Xavier Niel, l'ami intime de Macron, qui a retiré un article critique sur la visite de Macron en Algérie, un article qui critiquait sévèrement le régime algérien.
Quand vous mettez ça en parallèle avec l'affaire Rachid Mbarki sur BFM TV, qui est soupçonné de servir les intérêts d'un État étranger pour avoir dit Sahara marocain, on comprend de suite qu'il y a une volonté de nuire au Maroc et de protéger le régime algérien. Le média avait d'ailleurs révélé qu'Emmanuel Macron avait invité secrètement 10 éditorialistes de 10 médias différents à déjeuner à l'Élysée pour leur transmettre les éléments de langage de la Macronie. Le deuxième facteur, c'est certainement une remontée d'orgueil de la part de Macron. Le président français essaye depuis un petit moment déjà de prendre contact avec le roi du Maroc. Macron était censé venir au Maroc en octobre 2022. Sa visite a été repoussée plusieurs fois et elle n'est toujours pas confirmée. Marianne a récemment sorti un torchon à charge contre le Maroc. Il y a tout de même un passage intéressant sur la relation entre Macron et le roi Mohamed VI. Je vais vous lire un passage. Donc ça, c'est ce qui se passe juste après l'affaire Pegasus. Donc ouvrez les guillemets. Selon nos sources, l'épisode déclenche un premier coup de fil. Emmanuel Macron appelle Mohamed VI pour en avoir le cœur net. La réponse du souverain est catégorique. Le Maroc n'y est pour rien et n'a jamais espionné le téléphone du président. Mais de leur côté, les services de renseignement français maintiennent le contraire, une conviction, entre guillemets, confirme à Marianne un haut fonctionnaire. Second appel du président à Rabat. La conversation cette fois-ci est tendue, Sa Majesté a écourté l'appel, elle n'aime pas qu'on mette sa parole en doute, assure une source proche du monarque. Dans la foulée, plusieurs dossiers sont mis à l'arrêt. Emmanuel Bonne, le conseiller diplomatique du président, est dépêché à Rabat pour jouer les pompiers. Mais les relations vont s'envenimer encore plus. À l'été 2022, Mohamed VI, dans la mer qui vit en France et alors dans un état de santé préoccupant, passe 4 mois dans l'Hexagone entre son hôtel particulier parisien sur le Champ de Mars et son château Picard. Cet été-là, comme 3 ans auparavant, aucune rencontre avec le président français, mais cette fois-ci c'est le souverain marocain qui aurait boudé une invitation de l'Élysée. Autre impair en décembre 2022 quand Emmanuel Macron appelle le monarque pour le féliciter de la qualification de son équipe en demi-finale du mondial qatari. Selon nos sources, Mohamed VI est en ligne. Le président français s'excuse de devoir prendre un autre appel et le met en attente. Donc on voit ici là, le gros manque de respect de la part de Macron, le manque d'éducation. On apprend aussi que le roi a passé plusieurs mois en France et il n'a pas rencontré son homologue français. Il y a donc un malaise qui s'est installé et qui a dû déranger profondément la présidence française. Le roi a été très clair dans son dernier discours, la question du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc regarde le monde. Il semblerait que Macron ne soit pas prêt à adopter les positions du Maroc et préfère miser sur l'Algérie. Car finalement, le dernier point qui me paraît le plus important pour expliquer cette hostilité française, c'est le changement géostratégique opéré par le Maroc avec les accords d'Abraham. Si vous regardez toutes ces affaires au Parlement européen, de Pegasus à l'affaire du Qatar Gate, vous réalisez qu'il s'agit en fait d'un règlement de compte entre les services secrets marocains et les services secrets français. Dans la grande lignée des trahisons françaises envers le royaume, les services secrets français ont trahi le Maroc en donnant des indices aux autorités belges sur le Qatar Gate. Ils sont aussi vraisemblablement derrière l'affaire de BFM TV. Ce qu'ils reprochent au Maroc, c'est le rapprochement des services secrets israéliens et marocains ainsi que les accords sécuritaires. D'ailleurs, la France est le seul pays occidental à avoir critiqué les accords d'Abraham. Si vous étudiez toutes ces affaires, vous verrez qu'à chaque fois Israël est impliqué et les relations entre les deux pays sont présentées comme une menace. Les affaires sont volontairement grossies pour nuire à la réputation du Maroc. Le lobbying, par exemple, est monnaie courante au Parlement européen. L'Arabie Saoudite, plusieurs pays africains sont aussi cités dans le Qatar Gate. Au Parlement européen, on a des députés franco-algériens qui scandent « Vive l'Algérie » à la fin de leur discours sans que ça ne choque personne. La politique africaine de Macron est une catastrophe. En choisissant l'Algérie, Macron se tire une balle dans le pied, comme en témoigne l'affaire Baraoui, cette journaliste franco-algérienne qui s'est réfugiée dans la wilaya algérienne de Tunis pour se faire exfiltrer par le consulat français. Vous remarquez aussi le silence de la France sur les centaines d'opposants et journalistes emprisonnés en Algérie. Quand il s'agit du Maroc, en revanche, il y a un véritable tapage médiatique pour 3 journalistes qui sont devenus des icônes tellement ils sont peu nombreux. Je rappelle qu'Omar Hadi a été condamné pour viol. Ces hypocrites de journalistes n'ont pas de mal à condamner Tariq Ramadan pour des viols présumés et dans le même temps, ils se permettent de remettre en doute les accusations de la victime d'Omar Hadi. L'hypocrisie n'a plus de limite de l'autre côté de la Méditerranée. Macron échange une monarchie stable et millénaire contre un régime instable d'amateurs impulsifs et névrosés. Ce repositionnement français a aussi des avantages pour le Maroc. On doit saisir l'occasion que nous offre Macron pour surfer sur la vague des contestations de l'hégémonie française en Afrique.
Je pense sincèrement que la France est un épouvantail en Afrique et que si l'on souhaite développer nos entreprises sur le continent, il vaut mieux se distancer de l'influence française. Le dernier film d'Hollywood, Wakanda Forever, a d'ailleurs remis une couche sur l'image de la France pilleuse de ressources. C'est vraiment une image que le pays a du mal à se défaire. Toutefois, je ne pense pas que l'élite marocaine est prête à se distancer de la France. Les intérêts économiques sont trop grands. L'élite a tendance à réagir seulement quand ses intérêts directs avec la France sont touchés. On l'a vu récemment avec la crise des visas. Pour la première fois, les politiciens marocains étaient en première ligne pour protester contre les restrictions des visas de leurs enfants bien-aimés. Pour finir, la crise entre la France et le Maroc n'est pas prête de s'arranger. Je pense qu'elle va durer jusqu'à la fin du mandat de Macron. La France de Macron ne comprend que les rapports de force. La France utilise la nouvelle alliance entre le Maroc et Israël pour se rapprocher de l'Algérie en jouant la carte de la convergence d'intérêts. Il y a aussi une volonté de l'Europe d'éviter des déséquilibres des forces dans la région. Le Maroc semble prendre le lead au niveau technologie militaire grâce à Israël, ce qui semble effrayer l'Algérie comme en témoigne leur dernier budget militaire. La France veut bien évidemment une part de ce juteux gâteau. Je pense que la stratégie de mutisme du pouvoir marocain n'est pas la bonne. On a tendance à minimiser la crise et prétendre que tout va bien, mais dans le même temps, il y a tous les signes pointent vers une crise profonde entre les deux pays. Le Maroc pense qu'il pourra faire plier la France comme il a fait plier l'Espagne. Je pense que c'est utopique, la France a des liens trop forts avec l'Algérie. Enfin, beaucoup de Marocains pensent que la France tire les ficelles du conflit au Sahara marocain. Même s'il est vrai que la France et l'Espagne sont les instigateurs du découpage territorial du Maroc, aujourd'hui, le pays qui pérennise le conflit, c'est bien évidemment l'Algérie. La France et l'Espagne, et même la Russie, profitent de ce conflit. Il suffit de voir comment les accords d'Abraham ont complètement renversé la table des relations hispano-marocaines. L'Espagne voulait continuer à profiter du Maroc et de l'Algérie en adoptant une attitude soi-disant neutre sur le dossier du Sahara. Après le passage en force de 8000 migrants à Ceuta, l'Espagne a compris qu'elle ne pouvait plus demander à la France de faire chanter le Maroc, et qu'il fallait qu'elle fasse des concessions quitte à perdre le marché algérien. De l'autre côté, la France a un droit de veto au Conseil de sécurité à rentabiliser, et dans le contexte de la guerre d'Ukraine, sa stratégie consiste à se proposer comme remplacement de la Russie en Algérie. Donc sur papier, ça paraît être un très bon plan, mais c'est sans prendre en compte la composante psychiatrique des octogénaires au pouvoir à Alger, mais aussi la détestation profonde du peuple algérien vis-à-vis de la France, une détestation-adoration qui provient d'un complexe d'infériorité profond. Macron pense naïvement qu'il pourra passer outre le traumatisme de la colonisation en invitant des historiens à revisiter l'histoire des deux pays. Ça ne fera en réalité que remonter certaines blessures oubliées du passé. C'est donc une affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.